Merci de rester fidèle à Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission consacrée au décryptage des faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Au sommaire de ce nouveau numéro de Angle de vue, des échanges de tirs et des coups de feu, des violences dans la nuit du dimanche au lundi dernier à Brazzaville au Congo. Le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso accuse l'opposition et les ex-miliciens ninja d'être à l'origine de ces attaques, ce que l'opposition refute et dénonce comme une manipulation. S'agit-il là d'une véritable attaque pour déstabiliser le président Denis Sassou Nguesso, nouvellement réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle de son pays, ou d'une manœuvre savamment orchestrée par le pouvoir en place pour lancer une purge dans le rang de l'opposition? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Notre deuxième thème de ce jour porte sur le Burundi, où un ex-diplomate rwandais a trouvé la mort la semaine dernière dans une prison de Bujumbura. Mort naturelle ou assassinat. Il s'agit là d'une grosse interrogation qui risque d'envenimer dans les jours à venir les relations entre Kigali et Bujumbura. Pendant ce temps, le président Nkurunziza, qui continue de multiplier les actes de répression envers les populations de son pays, vient de donner son accord à un déploiement de policiers des Nations Unies au Burundi. Enfin, notre troisième débat de ce jour s'intéressera à la République démocratique du Congo, où les populations de la province de Katanga ont assisté à une forte militarisation la semaine dernière de leur région. Plus de 2000 militaires et une quarantaine de chars d'assaut nouvellement acquis ont été déployés dans cette région pendant que le gouvernement du président Kabila annonce des difficultés à mobiliser des fonds pour l'organisation des élections du mois d'août prochain. Que prépare alors le président Laurent Désiré Kabila à 5 mois de la fin de son mandat? C'est une préoccupation qui sera également discutée dans cette émission avec nos invités. Mais avant de lancer le débat, madame, monsieur, je vous propose de suivre ici le point de l'actualité. C'est à travers ce flash d'information. Au Congo, des quartiers sud de Brazzaville ont été visés dans la nuit de dimanche à lundi par une attaque à l'arme automatique suivie d'armes lourdes. Les autorités congolaises qui imputent cette attaque à l'opposition et aux anciens miliciens ninja déplorent la destruction de commissariats de police et des bâtiments de la mairie par des manifestants qui ont bloqué des rues et ont appelé le président Denis Sassou Nguesso à la démission. En Sierra Leone, plusieurs centaines de survivants d'Ebola ont manifesté lundi dernier à Freetown pour réclamer au gouvernement qu'il tienne ses promesses de gratuité des frais de santé et de bourses scolaires pour les enfants. Depuis son apparition fin décembre 2013 dans le sud guinéen, l'épidémie d'Ebola a fait officiellement plus de 11 300 morts sur quelques 28 000 cas recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Des fils ou proches des chefs d'État africains cités dans le scandale des paradis fiscaux, les noms de John Addo-Kufuor, fils de l'ancien président ghanéen, et Christelle Sassou Nguesso, fils du président Denis Sassou Nguesso du Congo, Kojo Annan, le fils de Kofi Annan, le Sénégalais Mamadou Pouye, co-accusé de Karim Wade, et la députée Jeannette Kabila, sœur du président Joseph Kabila de la RDC, sont également cités. Nous lançons à présent le débat avec nos invités pour le décryptage de ce jour. Je reçois Maître Alain Ouroula. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Ouroula, bonjour et bienvenue. Bonjour, sur le plateau de Sika. Bonjour. Mon second invité est journaliste, donc Lama Balo. Il est le directeur de la radio Soleil FM qui émet depuis Cotonou au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, ce sont là mes deux invités pour ce débat que je lance après cette virgule. Notre premier sujet de ce jour porte sur le Congo, où des coups de feu ont retenti dans la nuit du dimanche au lundi dans le sud de la capitale Brazzaville. Le gouvernement congolais pointe du doigt l'opposition et les ex-miliciens ninja. L'opposition, quant à elle, refuse ces accusations et exige des preuves. Ma première question dans ce débat que je lance avec vous, Maître Alain Ouroula et donc Lama Balo, ma première question s'adresse à vous, Maître Alain Ouroula. Selon vous, qui pourrait se cacher derrière les attaques de Brazzaville? Mais probablement des mouvements isolés, puisque ceux qui ont attaqué ont été identifiés comme des civils lourdement armés. C'est vrai qu'il y a une petite polémique puisque le gouvernement suppute qu'il s'agirait d'ex-ninjas proches du pasteur Ntoumi et proches de Kolelage qui contestent
les résultats de l'élection présidentielle au Congo, cependant que Ntoumi dément être encore armé, il a été désarmé et avoir quelque influence sur ces rebelles. D'ailleurs, il occupe un poste institutionnel. Je pense qu'il est haut commissaire aux anciens combattants, je crois bien. Bien sûr, mais proche de Kolélas qui conteste les élections et les Congolais aussi contestent ces élections qui se sont déroulées dans les conditions sur lesquelles il n'est pas utile de s'appesantir. Mais le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, n'est pas affirmatif puisque il nous promet des investigations poussées qui permettraient de savoir qui sont les responsables et qui sont ceux qui sont derrière ces coups de feu qui ont été échangés. Mais sans accusation pour l'instant, on indique déjà que c'est l'opposition. Mais évidemment, c'est-à-dire on pense qu'il s'agirait de l'opposition. Un gouvernement peut-il se permettre de désigner des responsables d'un coup aussi important au lendemain d'une élection, parce qu'il s'agit là de violence dans la capitale? Vous savez, ils sont sur la défensive, les élections sont contestées, ils prennent argument ou prétexte de ce que l'opposition ne reconnaît pas les résultats, que l'opposition appelle déjà à une ville morte, puisque dans le communiqué qui a été diffusé, on associe ces deux événements et on dit, puisque l'opposition ne reconnaît pas les résultats, appelle à une ville morte, il est plus que vraisemblable que l'opposition soit derrière ce coup. Donc là, Mabalo, est-ce que vous voyez, vous, la main de l'opposition mécontente derrière ce coup, l'agression de Brazzaville, l'opposition qui se serait ralliée aux miliciens indiens, selon le gouvernement? Je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur l'actualité africaine. C'est vrai que l'Afrique, encore l'Afrique, vous me direz, mais l'actualité n'est pas toujours reluisante en Afrique. Et cette fois-ci, il est très difficile de situer les responsabilités. Vous allez constater que chaque camp se jette la pierre. Le pouvoir pense que c'est l'opposition et l'opposition également pense que c'est le pouvoir qui est en train de faire une certaine manipulation pour faire un nettoyage, profiter de la situation de l'élection au Congo pour faire le nettoyage. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que nous avons eu au Congo des élections qui devraient être contestées. Les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées et même le déroulement du scrutin n'augure pas vraiment de résultats très satisfaisants. La tension est là. Donc la conclusion que je tire, c'est quoi? C'est qu'au lendemain de ces élections, le président congolais aura sûrement des difficultés, n'est-ce pas, à rassurer les uns les autres et avoir une gestion correcte, une gestion apaisée de la préélection. Et vous devez comprendre donc que dans un environnement pareil, il y ait des suspicions, ça et là. Mais les coups qu'on a entendus à Brazzaville devraient pouvoir inquiéter, parce qu'on parle de civils lourdement armés. Quand on parle de civils lourdement armés, même des militaires peuvent être en civil. Ça ne veut pas dire forcément que ce sont réellement des civils, mais c'est des gens, la certitude c'est que c'est des gens qui sont très bien formés, qui ont sûrement des objectifs. Maintenant, est-ce que le pouvoir n'a pas les moyens de savoir réellement d'où ça vient? Je pense que le pouvoir a réellement les moyens de le savoir et c'est trop tôt d'accuser l'opposition, c'est trop tôt de penser que c'est l'opposition qui veut déstabiliser le régime. Donc là, Mabalo, ce qui est étrange dans cette attaque, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas le bilan de cette attaque. On a entendu des coups de feu, mais personne ne sait qu'elle est quand même à Brazzaville, la capitale. Et personne ne connaît encore le bilan de ces attaques. Qui doit donner le bilan? Ce sont bien évidemment les autorités. On ne s'intéresse pas au bilan, mais on cherche déjà à responsabiliser l'opposition dans cette affaire. Est-ce que vous ne voyez pas une manœuvre du pouvoir pour museler rapidement cette opposition qui conteste les élections? On sait comment ça se passe sur le continent africain. Sur le continent, vous avez dit. Et nous avons déjà fait par ici le débat des oppositions. Dans les pays africains, vous allez constater que la plupart des oppositions ici en Afrique sont très fragiles. Et là, lorsque le régime ne s'appesantit pas sur le bilan et déjà touche du doigt un bouc émissaire, ça pose forcément un problème et ça, nous venons de le dénoncer. Mais je ne sais pas, peut-être dans les heures à venir, on nous dira exactement quel est le bilan de cette attaque. Mais ce qui est sûr, peu importe le bilan, oui, mais dans une attaque, la première des choses qu'on annonce, on dit il y a eu tel nombre de blessés, tel nombre de morts, mais malheureusement, à aucun moment on nous a parlé les faits les plus importants ici, pour moi, ou le fait le plus important, si vous voulez, c'est l'attaque. L'attaque, n'est-ce pas? Et cela montre clairement que le pays est dans une insécurité et que les jours à venir seront très difficiles à gérer, et pour le président et même pour les opposants qui contestent déjà ces élections. Vous allez constater que pour le pouvoir, ce n'est pas le bilan qui est intéressant actuellement. Le pouvoir veut simplement démontrer qu'il y a une tentative de fragilisation, n'est-ce pas, du régime, du président réélu. Absolument. Maître Alain, on a eu une attaque, on n'a pas eu de bilan jusqu'à maintenant. On nous apprend par la suite qu'il y a des infrastructures qui ont été brûlées par des manifestants
qui demande la démission du président Denis Sassou Nguesso, nouvellement réélu. Alors, tout cela, est-ce que cela ne paraît pas suspect? On parle d'attaque, il n'y a pas de bilan, rien. Aucune information sur l'attaque elle-même, mais on nous dit plus tard qu'il y a eu des infrastructures brûlées. Bien sûr que cette attaque est dérangeante et elle est suspecte parce que d'après les témoignages recueillis ici et là, les assaillants ne s'en seraient pas pris aux populations. Les assaillants auraient indiqué vouloir prendre la présidence et la radio locale. Non, c'est là où ça se trouve, évidemment. C'était à des kilomètres. Bien sûr, c'est à des kilomètres. Je ne pense pas que ce soit aux populations qu'il faille demander le chemin de la présidence. Évidemment que tout ceci est suspect. Les témoignages recueillis également et relayés par RFI, je crois, font état de 3 policiers morts. Alors, ce qui est suspect, c'est le silence, n'est-ce pas, de l'administration congolaise qui n'a déploré aucune victime, et pourtant des perquisitions auraient été organisées en force. Moi, je pense qu'il est difficile de situer véritablement les responsabilités. Est-ce que c'est véritablement le régime congolais qui cherche à semer le trouble pour pouvoir museler cette opposition? Elle n'en a pas besoin. Je pense que c'est gaillardement que l'opposition est. Ah non, il faut trouver des arguments. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie. Il faut faire attention. Il n'y a pas eu besoin d'arguments pour couper tous les réseaux. Il n'y a pas eu d'arguments ni de prétexte pour couper tous les réseaux. Bon, on a avancé l'argument de trouble à l'ordre public pour couper les réseaux. Évidemment, c'est pour là, dire... pour mettre la main sur un opposant, il faut trouver des arguments costauds. Mais pour l'instant, aucun opposant n'est véritablement visé. Je pense que la phrase qui invite à regarder du côté de Kolela, c'est les ex-ninjas. Vous pensez qu'il n'y a pas d'opposants visés? Justement, parlant des ex-ninjas, on sait que ces ninjas sont des émanations du père Bernard Kolelas. Alors, quand on commence par parler des ninjas, est-ce que indirectement on ne veut pas indexer Guy-André Kolelas? C'est sûr qu'indirectement on l'indexe. C'est sûr qu'indirectement on l'indexe. Et je pense que le principal concerné a aussi avancé ses arguments, puisque il rappelle qu'il a été totalement désarmé et qu'il a intégré un système. Alors, ce qui est aussi curieux, c'est qu'il ne conteste pas, il ne désapprouve pas l'intervention. Il dit très bien, je ne soutiens pas, mais je ne désavoue pas non plus, tout simplement parce qu'on est dans un contexte politique délétère et qu'il y a fort à parier que les jeunes qui se sont manifestés massivement pour contester ces élections, il se pourrait très bien qu'il s'agisse effectivement de moments isolés. Moi, je pense qu'il est tôt pour imputer la responsabilité soit à l'opposition, soit même au gouvernement, dont je persiste à dire qu'il n'a pas besoin de cette supercherie pour commettre ses basses œuvres. Alors donc là, Mabalo, à quoi est-ce que nous pourrions assister dans les jours à venir au Congo? Est-ce qu'on va assister à une série d'arrestations dans le rang de l'opposition? Est-ce qu'on va assister à une série de victimisations? Je prends un exemple, le général Jean-Marie Mokoko, un des candidats arrivé 3e, est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt avant la tenue du scrutin. Est-ce que des jours à venir promettent d'être calmes à Brazzaville? Bien malin qui pourra le dire, mais maître, en parlant tout à l'heure de supercherie par rapport au gouvernement, c'est tout comme si vous désigniez déjà un coupable. Moi, je crois qu'à l'étape actuelle des choses, on doit analyser froidement la situation au niveau du Congo, pour dire simplement que l'instabilité est complètement installée dans ce pays. Et il ne saurait en être autrement d'ailleurs lorsque vous voyez les conditions, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'organisation et de déroulement de ces élections. Monsieur Kolelas a dit clairement que même dans Brazzaville, les résultats affichent qu'il a été battu, alors que lui, ce qu'il a comme décompte montre clairement que c'est lui qui en avance. Mais ça, c'est le jeu électoral. Tout le monde tire le drap de son côté. Attention, à la différence qu'ici, il avait des procès-verbaux qu'il a brandis devant la presse. Oui, mais c'est pas lui qui organise les élections. Il y a une commission qui organise. Mais écoutez, vous savez très bien. Une chose est d'avoir les procès-verbaux, mais à la compilation, peut-être qu'il y a eu des problèmes de voir été annulés. On ne sait jamais. Vous êtes candidat à une élection présidentielle, n'est-ce pas? Vous avez des représentants, ça c'est vrai. Oui, mais à la compilation finale, certainement, il n'y était pas. Avec la différence qu'il y avait, démontrait que même s'il y a des annulations de voix, on ne pouvait pas le battre à Brazzaville. Et pourtant, on l'a battu. Et il a dit, et pourtant il a dit qu'il n'accepterait pas.
Donc, dans un environnement pareil, comprenez que le pouvoir de M. Sassou Nguesso se sente un peu menacé. C'est pour ça que je dis que les jours à venir seront très difficiles au Congo. C'est vraiment le lieu des incertitudes. Maintenant, jusqu'où ça peut aller, c'est ça qu'il faut craindre, parce que si on doit retomber dans une situation de crise ou de guerre d'après-élection, ce serait encore une fois dommage pour l'Afrique, parce qu'on ne peut pas continuer non plus sur ce continent qui est un beau continent avec beaucoup de richesses. On ne peut pas continuer chaque fois à voir qu'après chaque élection présidentielle, on a des situations de difficulté. Regardez le Congo. Moi, je me pose la question de savoir réellement ce que le président Sassou Nguesso cherche encore après toutes ces années de pouvoir. Moi, il rate l'occasion, n'est-ce pas, de sortir par la grande porte. Oui, parce que finalement, un jour... Aujourd'hui, c'est une nouvelle constitution. Non, il est un citoyen congolais, il peut être candidat. Ce qui est sûr, personne ne lui interdit. Ce qui est sûr, il laissera le pouvoir un jour, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais pour l'instant, il a encore le droit. La Constitution lui permet d'être président. C'est pas parce que vous avez, maître là, il ne me dira pas le contraire, c'est pas parce que vous avez tous les droits que vous pouvez abuser de tous les droits. Ce n'est pas un abus. Vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas un abus. Il utilise les droits que la Constitution lui confère pour être président, pour être candidat. Après plus de 30 ans, n'est-ce pas, et plus, diriger un pays, et que vous n'avez pas réussi à amener ce pays au développement tant souhaité, vous devez pouvoir tirer les conclusions. Il n'est pas le seul intelligent de ce pays. C'est relatif. Non. Le pays n'est pas au développement souhaité. Non, vous savez, il y a un ancien président qui dit, si vous avez une fois goûté au pouvoir, vous n'allez pas tenir ce discours. Non, il ne s'agit pas de goûter une fois au pouvoir. Vous êtes arrivé au pouvoir une fois, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, vous quitterez le pouvoir. Tôt ou tard, n'est-ce pas? Que vous ayez goûté et que vous ayez même bouffé le pouvoir jusqu'à la moelle épinière, vous partirez un jour du pouvoir. Non, mais c'est pas facile. Non, ça grandit l'homme. Mais écoutez, le président Mandela, il a fait le mandat qu'il devait faire, il a quitté le pouvoir, et aujourd'hui on le célèbre. Mais le cursus, très peu on connaît le cursus de Mandela. Le président Boniaï ne voulait pas quitter le pouvoir, mais finalement on l'y a poussé, il est parti. Rien n'est éternel. Tout à fait, rien n'est éternel. Maître Ouroula, alors à quoi est-ce qu'on pourrait assister dans les jours à venir au Congo? Évidemment, soit à un durcissement du régime Sassou, soit à un renversement par un coup d'État. Parce que s'il y a eu ces échanges, à l'arme lourde, a-t-on dit, il y a des armes qui circulent. Qu'est-ce qui les a mis en circulation? Est-ce le régime? Est-ce l'opposition? Pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais il y a des armes. Et c'est toujours comme ça que ça se passe au Congo. Un point de droit. Le candidat malheureux, donc arrivé deuxième, conteste. Et dans les motivations de la contestation, il y a les conditions de déroulement du scrutin qui ont été critiquées et qui auraient pu permettre, puisqu'il sollicite l'annulation de tout le scrutin sans conviction, c'est vrai. Mais je voudrais aimablement rappeler l'histoire du Congo, l'histoire tourmentée du Congo, qui n'a jamais réussi un processus démocratique. Et Sassou Nguesso n'a jamais été un démocrate. Je rappelle qu'il a repris le pouvoir par les armes, après une lutte armée. Oui, mais maintenant, il a organisé les élections. Écoutez, ce n'est pas un démocrate. Il est revenu comme un démocrate. Sassou n'est pas un démocrate. Le fait, par exemple, d'avoir grossièrement manipulé la Constitution et se maintenir au pouvoir, on démontre déjà que ce n'est pas un démocrate. On instrumentalise quelques concepts pour se maintenir au pouvoir. Le démocrate, c'est d'abord quelqu'un qui est pour l'alternance et qui pense qu'il y a des gens aussi intelligents que lui dans le pays. Alors, si on s'impose après les constitutions qu'on a fabriquées soi-même, ce n'est pas... Non, mais là, il lâche une partie du pouvoir. Il n'a pas... Il aura un premier ministre. Le Congo n'est pas un patrimoine privé. Mais les faits sont têtus. Sassou est venu au pouvoir par les armes. Aussi longtemps que je puis remonter, j'ai de vagues souvenirs. Le président dont je me souviens, Marien Ngouabi, c'était un militaire. Il a été exécuté. L'autre qui lui a succédé, Joachim Yombi Opango, je crois, c'est un militaire. Il a été chassé par Sassou. Donc, il n'y a que les armes qui parlent dans ce pays. Et au point où nous en sommes, ce mandat, qui est un mandat de trop et qui n'a rien de démocratique, ne sera jamais accepté par l'opposition. Le reste, c'est une question de temps et de rapport de force. Comment est-ce qu'on vous expliquez le silence de la communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe? La communauté internationale l'a toujours dit, la communauté internationale aime le pétrole. Silence on tue, ce n'est pas leur problématique. Tant que vous ne touchez pas au pétrole, il n'y aura pas de réaction vive dans ce Congo. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Issouba. Quand l'Issouba se tenait tranquille et que Elf ou Total pompait le pétrole, il n'y avait pas de souci. Il a même eu recours à eux, ce qui a plombé l'endettement du pays. Mais quand Sassou a compris cela, s'est associé avec les pétroliers, je pense qu'on lui fout une paix royale. Donc la communauté internationale
ne pourra intervenir au Congo que si quelqu'un menace le pétrole. Donc là, Mabalo, le silence de l'opposition, de la communauté internationale. On a même coupé la télécommunication pendant 3 jours dans ce pays. Non, quand vous dites la communauté internationale, ça me dérange un tout petit peu. Je veux ramener cette communauté internationale à la portion congrue de la France. C'est la France qui m'intéresse. C'est la France qui m'intéresse. Il n'y a pas que la France. Non, je ramène, l'Afrique, la communauté internationale l'Afrique a elle-même des institutions panafricaines, sous-régionales qui peuvent réagir. Avant de tripatouiller, c'est le mot, la Constitution, Sassou a été en France, n'est-ce pas? Vous avez suivi ce que les autorités françaises ont dit? Tant que Sassou peut arriver dans son pays, avoir un consensus autour, n'est-ce pas, de la révision de sa Constitution, la France n'a rien à dire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, les intérêts français sont les plus importants au Congo pour moi. Et je ramène la communauté internationale à cette portion. La France, qui n'a rien dit jusqu'à présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, l'élection a été entérinée et que simplement, Sassou va continuer à diriger le Congo. Mais malheureusement, lorsqu'il y aura guerre, affrontement entre les Congolais, ça n'ira pas en France. La France va garder ses intérêts et les sauvegarder. C'est dommage. Et pour ça, les peuples africains, et notamment les dirigeants africains, doivent se rendre à l'évidence que ce sont les intérêts de la communauté internationale qui importent avant tout, et ne pas se saborder sur l'autel des intérêts de la communauté internationale. Moi, je pense que la communauté internationale ne fera pas grand-chose au Congo, même si aujourd'hui on en arrive à s'entretuer. Vous verrez que les gens iront sauvegarder leurs intérêts, les gens iront rester à côté des fûts de pétrole et d'autres richesses, et puis ils vont tout faire pour que, eh bien, celui qui va sauvegarder les intérêts puisse rester. Aujourd'hui, c'est le président Sassou, malheureusement. Merci donc, Lamabalo. Merci, Maître Alain Roula. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre premier sujet de ce jour. Notre deuxième débat de ce jour porte sur le Burundi. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle tension entre Kigali et Bujumbura? Tout porte à le croire, pour cause la mort mystérieuse la semaine dernière d'un ex-diplomate rwandais dans les geôles du Burundi. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir dans cette région? Nous lançons le débat après cette virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de vue. Ma première question s'adresse à vous. Donc là, Mabalo, je le disais tantôt, un ex-diplomate rwandais est décédé dans une prison à Bujumbura. À votre avis, à quoi pourrions-nous assister dans les jours à venir entre Kigali et Bujumbura après la mort de cet ex-ambassadeur? Pour la première fois, et là je vais vous dire la vérité, pour la première fois je pressens... Je n'ose pas croire que vous mentiez d'habitude sur le plateau. Il faisait économie de vérité. Non, mais pas du tout. Il faisait économie de vérité. Par rapport à la question du Burundi, parce que nous avons déjà fait plusieurs débats sur le Burundi, et nous avions déjà dit ici que Nkurunziza était un spécimen à étudier dans les universités, même dans les facs de droit, dans les facs politiques et tout ça. Sciences politiques, oui, mais c'est pour ça que je dis pour la première fois, parce que jusque-là j'ai pensé, et j'ai toujours pensé que Nkurunziza était un territoire conquis et qu'il serait difficile de le déboulonner. Mais je pressens que ça va être compliqué cette fois-ci avec le Rwanda. Parce que quand vous maîtrisez la situation géopolitique, géostratégique avec le Rwanda, je l'ai toujours dit, pour fragiliser le pouvoir de Nkurunziza, ça devrait partir du Rwanda. Si le Rwanda s'était impliqué, même dans le premier putsch, le putsch qu'on a essayé contre Nkurunziza, ça aurait marché. Alors aujourd'hui, si le Rwanda s'y met, je pense sincèrement que le président Nkurunziza doit pouvoir se faire des soucis. C'est déjà anormal que nous ayons un ex-diplomate dans les geôles au Burundi, mais pire... Il est mort. On ne sait pas s'il est assassiné pour l'instant. Bon, je n'ose pas dire on l'a assassiné, mais il est mort. Je n'ose pas le dire aussi. Vous savez très bien comment ça se passe au Burundi. Comment on a exterminé des gens juste après la réélection, dans les conditions que vous savez de M. Pierre Nkurunziza. Et donc si les autorités rwandaises prennent ce dossier à bras le corps, je crains que finalement le président Nkurunziza ne reparte dans le maquis et que franchement on ait encore une guerre entre les deux pays, malheureusement. Maître Alain Roula, vous sentez déjà une crise en perspective entre les deux pays. Le Rwanda va rester les bras croisés par rapport au décès de cet ex-ambassadeur. La crise, elle est déjà là. Il y a une escalade verbale qui oppose le président burundais mal élu et le président rwandais tout aussi mal en place. Il y a des accusations par Twitter, par médias interposés, où le Burundi pense que la cause de ces difficultés, c'est le Rwanda, l'activisme du Rwanda,
qui entraîne des réfugiés ou prétendus réfugiés sur son territoire. Et j'aurais pas pris cette accusation très au sérieux si les autorités américaines ne s'en étaient pas mêlées, puisqu'il y a un haut responsable de l'administration américaine qui signale le Rwanda comme étant la source de déstabilisation du pays. Cependant que le Rwanda renvoie le Burundi à ses problèmes en disant que c'est un problème burundais. Maintenant, la mort de ce diplomate, ancien ministre, dans des conditions évidemment suspectes, mais grotesques, parce que, est-ce que dans ce contexte d'escalade, le fait d'exécuter ce diplomate dans des geôles burundaises, n'est-ce pas un prétexte qu'on aurait donné à l'administration rwandaise d'agir à visage découvert, d'agir pour venger ou pour réclamer justice contre cet affront qui lui aurait été fait. Je rappelle que ce diplomate a été interpellé comme espion. Il y a eu un autre militaire, un policier, qui a également été interpellé. Silence radio à Kigali. Personne n'a bronché. On ne s'est pas inquiété du sort de ce diplomate qui a été arrêté, non pas par la justice, non pas par la police régulière, mais par les services de renseignement. Que cache tout ça? Est-ce qu'un aveu, effectivement, de cet espionnage que cherche un diplomate? Un ex-diplomate qui fait des affaires avec le Burundi. Il a développé, il a des affaires au Burundi. Ce n'est pas un peu depuis des années. Il y a la liberté d'aller, de venir. Oui, voilà. Il y a la liberté de voisinage. Non, non, il ne s'agit pas d'interdire. Mais il s'agit quand même d'un ancien diplomate et d'un ancien ministre rwandais qui s'est maintenu sur le territoire burundais, sachant qu'il y a une crise. Je pense qu'il fait quand même partie des premières cibles. Et il a été alerté puisqu'il semblerait que l'un de ses associés burundais également se soit éclipsé en attendant que les choses se calment. Et le Rwanda n'a pas du tout réagi, ou n'aura réagi mollement à l'interpellation et à l'incarcération dans des conditions discutable de son ancien ministre et de son diplomate qui vient de décéder. Je me demande si effectivement il n'y a pas des préparatifs en sourdine pour justifier une déstabilisation, voire une entrée en scène tout aussi officielle et que l'on ne peut pas défendre le président Kagame qui est connaisseur en la matière. On ne peut pas le défendre. Il est tout à fait capable d'imposer cette hégémonie comme il a fait déjà au Congo voisin. Est-ce que vous pensez que c'est certainement pour cette raison que le Burundi a rapidement accepté cette résolution des Nations Unies qui demande l'envoi dans les jours à venir de policiers des Nations Unies à Bujumbura? Ça pourrait être lié, mais l'envoi de ces policiers n'apporte pas grand-chose. Une vingtaine, hein, à quoi est-ce qu'ils pourront servir? Une vingtaine, et même pas de policiers, d'experts et d'observateurs. Bon, je pense que c'est parce que ça ne semble pas déranger le Burundi, ça ne semble pas déranger Pierre Nkurunziza, qu'il a accepté cette mission. D'experts non armés. Et vous savez que c'est difficilement que cette résolution est passée, puisque les Américains voulaient un envoi un peu plus impressionnant, un peu plus important. Mais là n'est pas la question. Ce qui aurait pu permettre de pacifier ou de mettre les partis à équidistance, c'est le déploiement de forces militaires, au moins d'interposition. Et Pierre Nkurunziza s'est systématiquement opposé à cela. Il s'est opposé aux Nations Unies sur la question, il s'est opposé à l'Union africaine sur la question. Je suppose et je suppute que s'il accepte le déploiement de cette vingtaine de policiers experts, c'est parce qu'il pense que ça ne le dérange pas pour continuer la base besoin. Mais je rappelle que ce n'est pas uniquement cette question. Il y a eu il y a une vague d'arrestations dans des conditions, comme je dis, discutables, illégales. Il y a des disparitions, il y a des exécutions. Je pense qu'il veut donner le visage, une nouvelle virginité. Voilà, une petite virginité pour démontrer qu'en réalité, il n'y a pas véritablement des actions. Il a la volonté de ramener la démocratie dans son pays. Et le Rwanda voisin, que l'on accuse de vouloir faire des choses, est tout à fait capable de le faire et on lui donne des opportunités de le faire. Donc je n'ai pas la même lecture que Maître Oron là. Je n'ai pas la même lecture parce que je pense que M. Pierre Nkurunziza avait refusé d'emblée quoi que ce soit venant de la communauté internationale. Et s'il accepte même qu'une vingtaine d'experts arrivent dans son pays, sur son territoire, ça peut être une mission d'éclaireur, je veux dire, parce que cet assouplissement pour moi n'est pas anodin. Vous savez très bien que ça peut commencer par là. Et puis notre résolution peut amener à avoir un contingent beaucoup plus important sur le territoire burundais, parce qu'il y aura des représailles. Moi, je suis certain, presque certain que
le Rwanda va faire des représailles au Burundi par rapport à cette situation. Même si vous pensez que ça peut être un prétexte, parce que là, tout à l'heure, vous disiez que le diplomate aurait été exécuté en prison, selon vos propres termes. Hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, mais une hypothèse plausible. Et moi, je pense que le Rwanda tient maintenant aussi l'occasion, comme vous l'avez dit, d'aller ouvertement en conflit avec le Burundi. Et si ça peut arriver, M. Pierre Nkurunziza, qui connaît très bien la capacité de nuisance du président rwandais. Oui, ils se connaissent, ils sont de tous des ex-rebelles. Ils sont tous des ex-rebelles. Il peut déjà prévoir ça et accepter d'abord l'envoi de cette vingtaine d'experts avant maintenant, après études sur le terrain, n'est-ce pas, donner la possibilité à la communauté internationale d'avoir une autre résolution qui envoie un contingent plus important. Donc vous pensez que c'est une stratégie pour se cacher derrière les forces des Nations Unies? Il avait refusé, n'est-ce pas, complètement. Aujourd'hui, le fait d'avoir accepté pour moi, c'est déjà un assouplissement de sa position. Et il peut être disposé à accepter plus que ce qu'il a accepté aujourd'hui. Je crains réellement que nous ne retombions encore dans des exactions et que entre le Rwanda et le Burundi, qu'on vraiment retombe dans une situation très difficile pour ces deux pays et pour l'Afrique en général. C'est dommage, encore une fois, mais dans cette région des Grands Lacs, pour quelques heures, pour deux personnalités ou pour des intérêts égoïstes, on en arrive à décimer des peuples entiers. Merci. Donc, oui, vous voulez ajouter rapidement? Oui, un complément, parce que j'ai l'impression de ne pas m'être fait comprendre. C'est une hypothèse et j'ai dit que ça m'étonnerait que le Burundi prenne le risque d'exécuter cet ancien diplomate dans ce contexte d'escalade, puisque ce serait servi sur un plateau des arguments. Et dans ce que je vais loin, je dis pourquoi le Rwanda, qui a été très prompt à réclamer la mise en liberté de son diplomate ou de son ministre interpellé à Londres, est resté silencieux face à l'incarcération dans des conditions discutables de son ancien diplomate, de son ancien ministre. Peut-être que celui-ci, c'est un ancien. Ce qui veut dire... C'est un ancien, il n'est plus très actif. Mais c'est quand même une cible de choix. Je suis en train, par là, de supputer, qui n'est pas exclu, que cette mort subite, qui peut être naturelle, peut également être faite. Peut confirmer qu'il y ait des tentatives d'espionnage. Non, pas du tout, plus loin. Pourrait être le fait de Kigali. C'est fait à dessein, certainement. Vous voulez dire un prétexte de Kigali pour agir au Ça Rwanda. peut très bien être imputé à Kigali. Merci, chers invités. Ce sera notre deuxième débat de ce jour. À présent, voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain avant la troisième partie de notre débat. Au Congo, des quartiers sud de Brazzaville ont été visés dans la nuit de dimanche à lundi par une attaque à l'arme automatique suivie d'armes lourdes. Les autorités congolaises qui imputent cette attaque à l'opposition et aux anciens miliciens ninjas déplorent la destruction de commissariats de police et des bâtiments de la mairie par des manifestants qui ont bloqué des rues et ont appelé le président Denis Sassou Nguesso à la démission. En Sierra Leone, plusieurs centaines de survivants d'Ebola ont manifesté lundi dernier à Freetown pour réclamer au gouvernement qu'il tienne ses promesses de gratuité des frais de santé et de bourses scolaires pour les enfants. Depuis son apparition fin décembre 2013 dans le sud guinéen, l'épidémie d'Ebola a fait officiellement plus de 11 300 morts sur quelques 28 000 cas recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Des fils ou proches des chefs d'État africains cités dans le scandale des paradis fiscaux, les noms de John Addo-Kufuor, fils de l'ancien président ghanéen, et Christelle Sassou Nguesso, fils du président Denis Sassou Nguesso du Congo, Kojo Annan, le fils de Kofi Annan, le Sénégalais Mamadou Pouye, co-accusé de Karim Wade, et la députée Jeannette Kabila, sœur du président Joseph Kabila de la RDC, sont également cités. Le débat se poursuit sur Sika, en République démocratique du Congo. Plus de 2000 militaires et une quarantaine de chars d'assaut nouvellement acquis ont été déployés dans la province de Katanga la semaine dernière, pendant que le gouvernement du président Kabila annonce des difficultés à mobiliser des fonds pour organiser les élections du mois d'août prochain. Que prépare alors le président Laurent Désiré Kabila à 5 mois de la fin de son mandat en militarisant cette région acquise à la cause de l'ex-gouverneur et candidat du G7 à la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi? Nous lançons le débat après cette virgule. Cette émission se poursuit avec mes invités, donc Lama Balo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM, et Maître Alain Ouroula, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Ouroula, à votre avis, que recherche le président Kabila en militarisant
le Katanga, puisque des risques de violence ou d'attaque n'ont pas été évoqués dans cette région. J'avoue que cette information n'est pas, à mon avis, totalement vérifiée. Parce que j'essaie de regarder partout s'il y a des dépêches qui signalent la chose. Il y a très peu d'éléments qui confirment la présence. Je pense que c'est la presse interne qui en fait état. Je vous avoue également que j'ai quelques entrées dans ce pays, puisque j'ai pu avoir des contacts proches de Katumbi. La presse interne, justement, en parle, c'est qu'il y a déjà... oui, je ne dis pas que l'information est fausse. Je dis qu'elle n'a pas été relayée, parce que c'est une information quand même d'une importance capitale pour qu'elle soit relayée par les grands médias auxquels nous sommes habitués. Mais des contacts proches de Katumbi et de mon ami Vital Kamerhe ont confirmé la présence de ces chars et le renforcement de la présence militaire dans la région. Voyez-vous, il n'y a rien qui se passe là, il n'y a pas d'incandescence, contrairement à ce qui se passe dans l'Est, outre le fait que Moïse Katumbi a été désigné ou coopté comme le représentant du G7 à l'élection présidentielle. Donc je pense que ces bruits de bottes sont de nature à faire craindre, à mettre la pression. À mettre la pression sur Katumbi afin qu'il modère un peu ses ardeurs, mais c'est mal connaître l'individu, et je pense que oui, mais dispositif... à quoi ça sert de faire cela quand on est en fin de son mandat constitutionnel? Il ne peut plus être candidat à sa propre réélection. À quoi ça sert? Mais vous êtes quand même d'accord, puisque heureusement sur ce plateau, nous avons... Il n'a pas modifié la Constitution, la Constitution est intacte. Nous avons des débats récurrents, il n'a pas dit son dernier mot, il ne veut pas s'en aller et il ne s'en ira que par la force. Vous pensez vraiment? C'est aussi l'histoire tourmentée de ce pays. Il n'y a jamais eu de démocratie. Donc on n'aura pas les élections à bonne date en RDC. Non, mais seul Dieu pourra le dire. Mais tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection à bonne date. Il a déjà organisé l'élection des gouverneurs. Les faits sont têtus. Oui, dans quelles conditions? Et avec toutes les récriminations que vous connaissez. Je pense que l'histoire renseigne quand même pas mal sur l'avenir. Le Zaïre a connu 3 empereurs. Le maréchal Mobutu, renversé par le chef de guerre Laurent Désiré Kabila, le père renversé par son propre fils. Donc il n'y a pas de précédent démocratique et donc il n'y a pas de raison qu'à la fin de ce cirque et de cette farce démocratique qui a rangé les uns et les autres pour l'instant, que les armes ne parlent pas de nouveau. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur ce plateau, il n'y a que des rapports de force. Bemba est mis en jeu, parce que c'est également un chef de guerre. Il reste les autres que Kabila veut neutraliser. Il connaît bien les rouages, il connaît la règle. Mais les autres aujourd'hui ne sont pas des chefs de guerre. Moïse Katumbi n'est pas un chef de guerre. Si, quand même. Je veux dire que l'histoire tourmentée du Zaïre, enfin du Congo, ça a toujours été une question de guerre. Et tous les vice-présidents qu'il y a eu à l'avènement de Kabila, c'était tous des chefs de guerre. Les postes ont été attribués en fonction des faits d'armes et des faits de guerre que les uns et les autres ont commis. Le principal, qui était Bemba, a été mis hors jeu. C'est vrai que c'était le plus virulent et le plus lourdement armé. Mais vous ne savez pas ce que les autres ont pu préparer, puisque Katumbi, ce n'est pas le dernier de la classe. Et ils ont tous compris qu'il n'y a que la force, je ne dis pas forcément la force militaire ou la force armée, qui peut mettre de l'ordre dans ce pauvre Zaïre, si mal géré. Donc là, Babalo, oui, à votre avis, que cherche Kabila dans la région de Katanga? Un sentiment de désolation. Désolation parce que vous voyez un régime qui va finir dans 5 mois et vous voyez clairement que le président n'a pas envie d'organiser les élections, n'est-ce pas? Et il n'a pas trouvé les moyens pour organiser les élections. Enfin, il dit ne pas avoir les moyens d'organiser les élections, mais il trouve les moyens d'acquérir du matériel lourd, des chars, pour aller les mettre dans une province, parce que justement, un fils de cette province plutôt, a envie d'être candidat à l'élection présidentielle, et même pas envie a été suscité pour être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est mal connaître M. Moïse Katumbi, qui n'est pas n'importe qui, vous l'avez dit, il n'est pas né de la dernière pluie, et il a de l'argent. C'est un opérateur économique avec beaucoup de moyens. Et donc, quand vous avez les moyens, vous pouvez très rapidement entretenir une milice, ça et là, et tout le reste. Et je suis d'accord que ça va être encore une épreuve de force au Zaïre, ex-Zaïre. Le président Kabila, on a vu les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que ceux qui sont au pouvoir aiment persécuter ceux qui veulent
leur succéder. J'ai l'impression que la leçon n'est pas sue dans l'Afrique. Ailleurs, je ne veux pas donner des exemples, lorsque vous persécutez quelqu'un, n'est-ce pas, et qu'au vu et au su de tout le monde, on se rend compte que vous êtes en train de persécuter cette personne-là qui a peut-être l'ambition de vous succéder, vous lui faites la publicité et finalement les conclusions sont là. Il y a un pays dans lequel pour les élections on a acheté des engins anti-émeutes, on les a débarqués par cargo à l'aéroport, on a tout fait et pourtant on est parti. Et donc je pense que il ne faut pas persécuter les gens. Vous avez eu votre chance de servir votre pays à 5 mois de la fin de votre mandat alors que vous ne devez plus vous représenter, mais créez les conditions pour que votre succession ait lieu. C'est vrai que le Zaïre est un pays instable, hein, très grand, instable et tout le reste, mais on peut donner une chance au Zaïre ou au Congo, si vous préférez, pour une certaine stabilité. Et je crois que M. Katumbi, pour ce que je sais de lui, pour le peu que je sais, c'est quand même un développeur. Et donc, c'est peut-être l'ère des opérateurs économiques à la tête des États africains, peut-être. Donc, dites-moi, selon vous, quels sont les scénarios possibles à compter du mois de 2016 au cas où le président Kabila n'aurait pas pu tenir les élections à bonne date? Ça va être la violence. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution parce qu'il va chercher à se maintenir au pouvoir, les autres ne seront pas d'accord et puis on va repartir dans un cycle infernal de violence. Est-ce qu'il n'y aura pas des tentatives de gouvernement, d'union nationale, de réconciliation, de sortie de crise? Pour qu'il y ait tentative... Est-ce que ce n'est pas tout cela qu'on prépare déjà en envoyant des chars un peu partout? Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des autorités légitimes, des autorités légales. Justement, quand on va rentrer dans la période de non-légitimité, on va dire, ok, venez vous asseoir, on va faire une conférence nationale, une grande conférence. La communauté internationale interviendra en ce moment. C'est là où vous verrez les Nations Unies convoquer les belligérants à une table ronde pour sortir une transition. Est-ce qu'on ne tend pas vers une transition? Ça peut être une hypothèse. On ne peut pas prévoir l'avenir, ça peut être une hypothèse. Mais même dans cette hypothèse-là, je ne suis pas sûr qu'on ait la stabilité dans ce pays-là. Parce que les intérêts sont là, les velléités sont là. Chacun veut avoir une position royale, n'est-ce pas? Et donc, si on n'arrive pas à régler la question des élections dans 5 mois, j'ai bien peur que même la transition ne puisse vraiment prospérer. Ça va être pour moi un échec. Alain Ourla, sommes-nous en train d'aller vers une transition en RDC? Pas une transition, le procédé habituel d'alternance à la tête du pays Zaïre devenu Congo. Oui. La violence? Forcément. Le risque est en tout cas grand. Et c'est pour ça que je vous ai rappelé brièvement les étapes que ce pays a connues. C'était dans un bain de sang que Mobutu a pris le pays. C'est dans un bain de sang que Kabila l'a repris. On ne va pas souhaiter un bain de sang, cette fois-ci. On ne souhaite pas. Mais c'est la science, c'est les faits, ils sont têtus. Vous voyez, quand quelqu'un vient au pouvoir autrement que par des élections démocratiques, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il veuille en partir par ces mêmes élections. Quand on vient à la tête du pays et qu'on organise des élections, que c'est quelqu'un d'autre qui prend, l'espoir est permis. Mais quand c'est soi-même qui reprend et toutes les conditions sont créées pour qu'on le reprenne et que tout le monde salue ce consensus, la sortie est toujours une sortie post-crise. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas de manière anodine que je vous ai signalé le silence suspect des médias occidentaux, internationaux, qui auraient été les premiers à se jeter sur cette information. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Que cache ce silence, cette discrétion autour du déploiement militaire? Je vous confirme, sans l'espérer, que nous sommes à la veille de la manière traditionnelle par laquelle le peuple congolais, plus exactement les dirigeants congolais, organisent l'alternance. Et le risque d'escalade et de violence est grand. Merci Alain Ourla, merci donc Lama Malo, madame, monsieur, ce sera tout pour votre émission Angle de vue de ce jour, consacrée au décryptage des faits marquants de l'actualité sur le continent africain. L'information se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info. Merci de nous avoir suivis.